Bonjour et bienvenue dans le grand décryptage. Les Républicains, vous le savez, sont en pleine introspection, comme l'on dit, petite phrase assassine. Interrogations diverses et variées, tribunes dans la presse. Comment sortir de l'impasse? Est-ce que la solution pourrait passer par la formation d'une grande, appelons-la coalition de droite, réunissant toutes les tendances allant des Républicains au Rassemblement national, en passant par Debout la France? Est-ce le rêve de Marion Maréchal? La question lui sera posée à 18h dimanche par Adrien Gindre sur LCI dans l'émission. En toute franchise, à ne pas manquer, bien sûr, Marion Maréchal a-t-elle envie de faire converger, fédérer ses droites? Eh bien, on va en débattre avec François Dorcival. Bonjour François. Bonjour Philippe. Arlette Chabot. Bonjour Arlette. Denis de Montpion. Bonjour Denis. Et Éric Tegnier. Bonjour, vous êtes le président du mouvement Racines d'Avenir et membre des LR. Et je rajoute, parce que ça a son importance, que vous militez pour l'Union des droites. Tout à fait. Bon, c'est l'actualité. Et voilà, et c'est pour ça que vous êtes là également. Alors, Marion Maréchal a quitté la politique lors des législatives de 2017 pour ouvrir son institut de formation politique à Lyon. Et voilà comment, à l'époque, elle expliquait son choix. Le devoir immédiat pour l'instant, c'est de répondre aux besoins de cette petite fille. Puis la deuxième chose, il est temps pour moi d'avoir une expérience autre que la politique. J'en ai besoin, j'en ai envie. Voilà, ça c'était il y a 2 ans. Alors François, ça passe vite 2 ans. Oui, ça passe très vite. Comment expliquez-vous ce retour devant les caméras? Alors, pas forcément politique, on va attendre dimanche 18h, mais devant les micros, les caméras, tout le monde va regarder l'émission. Oui, elle a été 5 ans députée. Ça, c'est son expérience politique. Donc elle a su se faire élire et elle a su se faire apprécier. Elle a multiplié naturellement les déclarations quand elle était à l'Assemblée nationale et depuis qu'elle a suspendu son action politique, elle a laissé de temps à autre des cartes postales, comme on dit. Ça veut dire qu'elle s'est rappelée au souvenir des uns ou des autres pour dire « je suis toujours là ». La dernière fois, c'était en effet dans Valeurs Actuelles au mois d'avril qu'elle a donné une grande interview sur les idées, sur le fond, sur l'avenir de la France, de l'histoire, de notre continent, des questions de société. Mais elle ne répondait toujours pas à la question « suis-je candidate à un retour ?» Elle va devoir à nouveau, forcément, répondre à cette question dimanche devant les caméras de LCI. Elle le fait 8 jours exactement après le résultat des européennes. Et évidemment, ça n'est pas étranger à ce résultat, puisque, comme vous l'avez dit, il y a un instant, la droite s'interroge sur les motifs de son échec brutal. Maintenant, la manière dont s'exprime Marion Maréchal Le Pen, la manière dont elle prend les choses, les positions qu'elle a prises sont finalement assez proches de celles de François-Xavier Bellamy. Est-ce qu'elle aurait fait mieux dans la même situation que François-Xavier Bellamy si elle avait été à sa place, puisqu'il s'agit bien de l'avenir des LR dont nous parlons. Que cette analyse soit faite et qu'après on s'interroge, qu'on additionne, que l'on transforme les choses, c'est possible. Mais la question, c'est pourquoi les Républicains, dimanche dernier, se sont-ils retrouvés avec un candidat brillant, intelligent, exposant clairement ses idées, comme elle sait le faire elle-même, avec un score de 8,5%. C'est ça la question. Tant que la droite n'aura pas répondu à cette question, je ne vois pas comment elle sortira de son impasse. Alors, on va regarder, avant d'analyser avec vous, Arlette, pourquoi ce retour, 8 jours après, mais ce qu'elle déclarait le 29 novembre 2018. Je parle de Marion Maréchal. Si une personnalité politique comme François-Xavier Bellamy se confirme à la tête d'une liste aux européennes, je ne vois pas ce qui, demain, à travers ce type de personnalité, empêcherait qu'il puisse y avoir des alliances pour défendre plus efficacement les Français. Voilà, c'est une citation qu'on a retrouvée tout à l'heure. Donc on peut la commenter, on peut aussi s'interroger. 8 jours après les européennes, elle revient. Dans cette interview que citait François Valeurs Actuelles, elle disait « Le populisme est une impasse électorale ». C'est-à-dire que, disait-elle, on ne peut pas gagner en s'adressant seulement aux classes populaires. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est effectivement quelle leçon elle tire.
Parce que quand on parlait de l'alliance des droites, autrefois, on pensait bien, évidemment, et on pense toujours, pour certains, Rassemblement national, plus LR, plus des gens qui soutiennent, Robert Ménard, qui plaide beaucoup pour cette alliance des droites. Donc il y a un mur infranchissable du côté des LR jusqu'à présent, le cordon sanitaire, jamais d'alliance avec le Rassemblement national. En revanche, une alliance des droites, pourquoi pas, oui, Dupont-Aignan, avec Marion Maréchal qui prendrait la suite de Marine Le Pen au Rassemblement. Mais il n'y a pas qu'un problème de personnel, il y a un problème d'idée, de ligne, effectivement. C'est-à-dire qu'elle est conservatrice, c'est pour ça d'ailleurs qu'elle est très proche, effectivement, de François-Xavier Bellamy, et elle est plutôt libérale sur le plan des idées, alors que Marine Le Pen n'est pas du tout sur cette ligne économique. Donc, qu'est-ce qu'on va additionner? Est-ce qu'elle vient, Marion Maréchal, pour dire il faut qu'elle va participer à un grand rassemblement souhaité par le Rassemblement national, justement, pour apporter à un ensemble, un morceau, si j'ose dire, les restes des Républicains, et puis Ménard et la droite qui représente, et puis quelques autres. Et donc, pour faire ajouter à ce que représente le Rassemblement national aujourd'hui, est-ce que c'est ça sa démarche? Parce que pour le reste, sinon, il y a vraiment un problème de positionnement politique. Donc il y a un problème de ligne, pour le coup, avec ce qu'elle dit. On ne gagne pas avec du populisme. Or, Marine Le Pen est là pour montrer, elle, comme d'autres ailleurs en Europe, qu'on peut gagner sur une ligne populiste. Donc là, il y a vraiment aussi une divergence de fond qui complique. Donc quel est son positionnement? Elle fédère de son côté, elle fédère pour ajouter. Comment elle se positionnera par rapport à Marine Le Pen? C'est quand même compliqué. Alors, Éric Tegnier, je rappelle que vous militez chez les Républicains, les jeunes Républicains, mais que vous militez aussi pour l'Union des droites. Vous, quelle est votre grille de lecture, notamment sur ce positionnement? Parce que le clivage, alors je vais faire simple, mondialiste contre patriote, on peut mettre d'autres noms, ou alors c'est ça, ou c'est une addition de conservateurs libéraux économiques, avec des gens qui ont une vision un peu plus étatique de l'économie, avec des valeurs portant sur la sécurité, l'immigration, etc., etc. Là où j'étais pas totalement d'accord avec ce que disait François Dorcival, c'est que Marion Maréchal n'est pas exactement comme François-Xavier Bellamy. Ils ont effectivement beaucoup de points en commun, mais il y a deux différences majeures qui expliquent d'ailleurs le score de 8,5% des Républicains. Le premier, c'est qu'aujourd'hui, les Républicains, à force d'avoir trahi pendant des années, vous savez, c'est Nicolas Sarkozy qui proposait le Karcher et qui nous a mis Kouchner. C'est également Nicolas Sarkozy qui voulait, pendant des années, en 2007, durant sa campagne, arrêter l'immigration illégale, mais qui a quasiment autant régularisé de sans-papiers que François Hollande. C'est Nicolas Sarkozy qui a déçu toute une partie de cet électorat qui est parti au Rassemblement national. Et du coup, François-Xavier Bellamy, eh bien, en prenant cette étiquette des Républicains, eh bien, il n'a pas pu avoir autant de monde qu'il aurait eu s'il était venu avec un autre mouvement. Et la deuxième différence, c'est que François-Xavier Bellamy n'a pas cette dynamique identitaire qu'a Marion Maréchal. Elle est beaucoup plus sur ces thématiques d'immigration, pas seulement de civilisation. Et vous savez, je pense que dans cette campagne des Républicains, la cote de popularité de LR et de Bellamy ont en effet augmenté. Mais l'intention de vote, non, parce que les gens ont fini par comprendre qu'ils allaient voter pour une liste, qu'ils allaient voter pour Arnaud Danjean, qu'ils allaient voter pour Geoffroy Didet. Et là, c'est une différence majeure avec Marion Maréchal. Ouais, on va continuer avec vous, Denis. On va regarder. Alors, je vous donne cet élément de réflexion. Vous allez me dire si on est complètement en dehors de la plaque ou bien que ça peut être un élément de réflexion. On a additionné le score des droites au sens très large, européenne, présidentielle. 2017, 46,9%. Bon, là, c'est facile. Le Pen, plus Fillon, plus Dupont-Aignan. Européenne 2019, Bardella plus Bellamy plus Dupont-Aignan, plus, bon, on a ajouté les deux listes partisans du Frexit, on sait que le RN n'est plus dans cette optique, on arrive à 37,10%. Quand on voit ça, est-ce que vous dites que ça peut expliquer le retour de Marion Maréchal ou bien ça n'a rien à voir, on est complètement en dehors du coup? C'est très difficile de comparer les deux scrutins parce que d'abord il y a un électorat très volatile et puis les électeurs se déterminent vraiment en fonction des programmes politiques. Et tout à l'heure, la question a été posée de savoir si Marion Maréchal aurait fait mieux que François-Xavier Bellamy. C'est pas certain, parce que le problème, c'était plus un problème, c'est que Bellamy a été investi
faute de candidat, finalement. Laurent Wauquiez s'est trouvé dans une situation où voilà, il n'avait pas vraiment de tête de liste qui s'imposait. Bellamy n'avait pas non plus une expérience politique comme en a eu Marion Maréchal. Et finalement, voilà, la campagne a permis de le découvrir, mais pas véritablement pour lui d'asseoir une politique, d'autant qu'il avait toujours Laurent Wauquiez dans les pattes. Et puis, si on regarde la liste, c'était quand même Nadine Morano, c'était Brice Hortefeux, et de ce point de vue-là, ça manque vraiment d'une ligne très claire. Et si les Républicains ont tellement pâti à cette élection, c'est parce que voilà, ils n'ont pas de programme. Ils sont d'ailleurs depuis des années hésitants. D'ailleurs, il y a eu pas mal d'électeurs qui ont filé vers le Rassemblement national, d'autres chez la liste Macron. Enfin, Nathalie Loiseau. Et donc, c'est la grande difficulté pour la droite classique. Alors, pour un petit mot de commentaire, François Arlette, sur ces chiffres-là, ça n'a aucun intérêt ou au contraire, ça peut expliquer le retour de Marion Maréchal? C'est le déclin de l'addition. Ça, c'est un fait. Maintenant, ces additions, on les a toujours faites. Et il y avait des additions selon les élections qui montraient que la droite, dans la mesure où l'UDF, le RPR ou l'UMP étaient additionnés au Front National de l'époque, dépassaient les 55%, etc. Ces additions se heurtent d'abord à la logique électorale. La logique électorale, c'est le scrutin majoritaire. Alors vous allez me dire, mais effectivement, il y a un premier tour, il y a un deuxième tour, et s'il y a une union, au second tour, on a plus de chances à plusieurs qu'on en a tout seul. Très bien. Mais ce sont quand même les électeurs qui font leur choix. Et donc, si je prends la stratégie de Mitterrand, en 1981, il fait l'union des gauches avec le programme commun, il est gagnant. Si je prends la gauche plurielle, qui est aussi une union des gauches de Lionel Jospin, il fait l'union de la gauche plurielle et il est battu. Donc, ça ne suffit pas. Ensuite, nous nous plaçons évidemment dans une perspective présidentielle. Cette perspective présidentielle, aujourd'hui, Emmanuel Macron a su l'installer. Il a su l'installer, quel qu'ait été le score des Républicains. Les Républicains, ils ne voulaient évidemment pas faire 8,5, mais ils espéraient faire 13, 14 ou 15, voire 16. Ils n'ont jamais pensé qu'ils seraient deuxième à ces élections européennes. Sauf dans les rêves les plus fous. Pourquoi ? Ce qu'ils n'ont pas vu, en revanche, c'est le rôle qu'a joué le vote utile. C'est-à-dire que c'est installé, notamment dans la crispation de la dernière semaine, c'est installé dans l'opinion et dans la campagne le fait que si vous vouliez que les réformes continuent, il fallait voter Macron. Si vous vouliez voter contre Macron et faire de cette élection un référendum, il fallait voter Rassemblement national. Et là-dedans, le piège était complet pour celui qui se situait en troisième position. Sur cette addition qu'on a faite, Arlette, je ne sais pas compter, alors je ne sais pas trop d'addition, mais je veux dire, ce qui me paraît surtout intéressant, c'est quand même que, encore une fois, c'est difficile parce qu'effectivement, les élections ne sont pas comparables. On est encore une fois là proportionnel. C'est-à-dire que même si, effectivement... Et à un tour. Voilà, à un tour. Là, c'était le premier tour de la présidentielle. Le problème, c'est les alliances. Et la question qui est posée à Marine Le Pen, c'est justement, il n'y a pas d'alliés, quoi. Pour l'instant, il n'y a pas d'alliés, il n'y a pas de secours pour le second tour. Et on peut dire, score du Rassemblement national, ça s'annonce comme un échec pour 2022, parce que on ne voit pas comment Marine Le Pen pourrait gagner. Donc c'est pour ça que c'est aussi intéressant de voir quelle est la démarche, encore une fois, de Marion Maréchal. Comment elle pense que un parti à la droite de la droite peut gagner. Est-ce que c'est par l'union des droites et comment elle les rassemble? Comment on fait? Quel programme on fait? Parce que même sur l'Europe, le programme n'est pas tout à fait le même. Encore une fois, sur la politique économique, ce n'est pas la même. Rassembler des classes populaires, et elle dit, avec des classes moyennes, supérieures, voire hautes, comment on rassemble tout le monde? Tout ça n'est pas évident parce que là, on va retomber sur... effectivement, donc l'idée, c'est quoi? C'est de refaire un référendum contre Emmanuel Macron de l'élection présidentielle. On peut comprendre ça. Et deuxièmement, il y a quand même une question qui se pose depuis qu'Emmanuel Macron, après avoir siphonné la gauche, est capable de siphonner la droite et récupérer des électeurs
de droite, alors qu'il perd des électeurs de gauche qui vont chez les Verts, il y a quand même un côté jeu de bonneteau incroyable et fluidité des électeurs qui, un jour, venant de gauche, vont appuyer Emmanuel Macron, font sa victoire, et puis reflux vont faire les Verts, alors que la droite qui soutenait François Fillon était plutôt réticente quand même, pas unanime en tout cas, à soutenir Emmanuel Macron, aujourd'hui vient à son secours, si j'ose dire, dans la bataille contre Marine Le Pen. Donc tout ça fait quand même une espèce on est effectivement dans la recomposition et c'est loin d'être stabilisé. C'est pour ça que je ne fais pas d'édition. C'est mouvant. Mais d'ailleurs, alors on va écouter, on va se replonger dans le passé, au passé lointain, mai 2016. On va écouter Robert Ménard, le maire de Béziers, élu avec le soutien du Front National à l'époque, promoteur de l'Union des droites, comme ça vous pourrez réagir. Voilà ce que déclarait donc Robert Ménard, c'était à Béziers, mai 2016. Rassembler les droites. Dire et redire qu'entre, en gros, une bonne partie des Républicains et une bonne partie du Front National et tout ce qu'il y a au milieu, si j'ose dire, il y a plein d'idées en commun. Il y a des valeurs communes, il y a une façon de vivre, de se vivre commune. Et donc dire on va essayer de passer au-delà des chapelles, vous savez, des querelles d'ego, des intérêts de boutique, on va essayer de réunir cette droite-là. C'est les valeurs, en fait, qui vous réunissent. Est-ce que c'est la ligne Buisson ? Mais vous savez, il a raison. Je vais être très concret. Lorsque vous regardiez au début du quinquennat Macron, le projet de loi Asile-Immigration, vous regardiez les amendements des Républicains, c'était exactement les mêmes que ceux du Rassemblement national. Et l'hypocrisie, c'était que les députés des Républicains ne votaient jamais les amendements du Rassemblement national. Aujourd'hui, je ne vois pas très bien quelle est la différence entre Julien Aubert et Marion Maréchal. Donc, aujourd'hui, d'ailleurs, depuis une semaine, et je pense que ce n'est pas anodin, sa prise de position, elle veut donner un signe, selon moi, à l'électorat LR qui est déconnecté. C'est plutôt la base, les cadres de LR qui sont déconnectés de la base, qui aujourd'hui veulent aller au centre, alors que les 8% qui restent chez les Républicains sont plus proches du Rassemblement national que d'En Marche. Et donc, quand Marion Maréchal veut s'exprimer dimanche, c'est pour leur dire, vous savez, il y a une autre option. L'autre option, c'est l'Alliance des droites. L'Alliance des droites, et en allant même au-delà. Et c'est pour ça que c'est sa différence, encore une fois, avec François-Xavier Bellamy, c'est-à-dire qu'elle pense qu'il faut allier les populistes et les conservateurs. Parce que le chiffre intéressant durant ces européennes, c'est celui de Marine Le Pen. Elle n'a fait que 23,5%, même si, il est vrai, elle a augmenté le nombre de voix. Alors qu'en 2014, elle avait réalisé un score supérieur. Depuis, il y a eu quoi ? Il y a eu la vague de migrants. En 2015, il y a eu les attentats du Bataclan, il y a eu les Gilets jaunes, et pourtant on a l'impression que le Rassemblement national se heurte à un plafond de verre. Et Marion Maréchal, ce qui l'intéresse, c'est qu'on puisse gagner dès 2022, qu'on puisse gagner à la présidentielle. Et c'est pour ça qu'elle veut également parler à cette bourgeoisie patriote qui parfois était séduite par Emmanuel Macron, qui était intéressée par son côté réformiste, mais qui aujourd'hui réalise qu'Emmanuel Macron n'a pas baissé la dépense publique. Je peux vous renvoyer à l'interview dans Valeurs Actuelles, il y a 2 mois, où Marion Maréchal parlait d'une baisse de la fiscalité, d'une baisse de la dépense publique. C'est cette convergence du fameux combat identitaire et du combat fiscal. Et je pense que c'est là où elle a toute sa différence et sa plus-value. Vous savez, depuis 4 jours, moi je suis chez les Républicains, je reçois énormément d'appels de cadres du parti, de membres du bureau politique, d'élus qui sont extrêmement intéressés et qui ont besoin de ce type de signes et qui depuis ce matin se disent « Ah ben tiens, il y a autre chose que Gérard Larcher, il y a autre chose que Valérie Pécresse, il y a autre chose que se fondre dans la grande Macronie ». Petite question, petite réponse. Qu'est-ce qui vous a fait vous engager chez les Républicains plutôt qu'au Rassemblement national ? Parce que j'ai de profondes divergences, notamment économiques. Surtout qu'à l'époque, le Front National... C'est l'économie. Vous êtes dans cette ligne, donc, voilà. Sur l'identité libérale, économiquement conservatrice. C'est comme la base, en fait, de LR. Voilà, alors donc avec l'addition des populistes. Il y a une sérieuse différence avec oui, mais les choses le programme de Marine Le Pen. Oui, mais les choses ont changé. Depuis, il y a eu le départ de Philippot, il y a eu le refus de sortir de l'euro. C'est quand même des choses différentes. Je remarque également, et je pense que c'est un autre élément très intéressant de cette campagne des européennes, c'est que le report de voix de l'électorat de Mélenchon sur celui de Marine Le Pen n'est que de 7%. Donc même Marine Le Pen va comprendre qu'aujourd'hui, eh bien, sa réserve de voix est chez les Républicains. Elle en a capté 17%. Donc les choses sont en train d'évoluer. Il y a des ponts qui se créent. Mais moi, je vois plus de points de convergence entre Nicolas Bay, Marion Maréchal et Julien Aubert qu'entre Julien Aubert, Valérie Pécresse et Geoffroy Didier. Oui, mais malheureusement, il y a les élections. C'est-à-dire que tout le monde se rapproche. Mais là, vous citez des élus. Tous ces élus l'ont été à un moment donné dans une circonscription, qu'elle soit. Donc, on va à des élections.
il n'y a d'alliance des droites que si celle-ci a à sa tête un leader, homme ou femme, qui est capable d'incarner cette alliance pour aller à quoi? À la présidentielle. Donc, la question qui est posée à Marion Maréchal Le Pen, c'est peut-elle, veut-elle, va-t-elle accepter de dire à Marine Le Pen, ton tour est passé, maintenant c'est moi? À cette question-là, qui est fondamentale, parce que tout le reste, c'est très intéressant de mettre les uns à côté des autres. Mais à la fin des fins, ce qui compte, c'est l'élection présidentielle. Comment l'Alliance des droites peut-elle gagner? Vous me dites, nous avons une candidate, Marion Maréchal. Celle-ci va-t-elle remplacer Marine Le Pen? Si à cette question, elle dit aujourd'hui non, votre Alliance des droites, elle n'est pas incarnée. Alors, je n'ai pas dit que c'était notre candidate aujourd'hui, mais ce qui est vrai, c'est que c'est elle qui mène la bataille de l'Union des droites depuis longtemps déjà. Elle avait une ligne contradictoire avec son parti au Rassemblement national où elle voulait faire ces fameuses listes blanches aux législatives. Mais comment elle peut faire? Référez-vous à l'interview de Marine Le Pen dans Le Figaro il y a 3 semaines. Elle-même a dit, elle a posé 2 conditions à sa candidature en 2022. Ce seront les militants qui choisiront. Et je tiens à rappeler que Marion Maréchal était en tête lors des élections internes du parti. Et elle disait également que ce serait la candidate la mieux placée. Donc imaginez qu'en 2020 ou 2021, il y a un sondage qui montre que Marion Maréchal peut mieux s'en sortir que Marine Le Pen, qu'elle pourrait même gagner dans le cadre d'un 2e tour. Je pense que les choses pourront bouger. Vous savez, l'Union des droites, c'est un peu comme l'UMPS. Le centre-gauche, le centre-droit, pendant des années, ont travaillé parfois ensemble, ont dialogué. Et un jour, il y a Emmanuel Macron qui a émergé et qui a transcendé les clivages. Je trouve que ça participe de cette clarification qu'a voulu Emmanuel Macron. C'est un peu son modèle alors, Macron à Marion Maréchal. C'est la capacité de s'adapter à la réalité casser les lignes. Bon, donc ce rendez-vous que tout le monde attend, important en politique, 18h, dimanche, Marion Maréchal, invitée d'Adrien Gindre. Le grand décryptage se poursuit. On s'intéresse à cette prestation très attendue de Marion Maréchal dimanche à 18h avec Adrien Gindre. Première prise de parole, première interview de Marion Maréchal depuis son retrait de la vie politique. Tout à l'heure, on parlait de son positionnement. Elle se définit entre autres comme populiste, car il y a le mot peuple, dit-elle. Voilà ce qu'elle disait à l'université d'Oxford. C'était le 22 janvier dernier. On est en plein mouvement Gilets jaunes. While you are facing Brexit, my country is currently shaking under the tremors of a grassroots movement known as the Gilets jaunes, the Yellow Vest. This spontaneous, non-partisan movement has been demonstrating for months. Behind these 2 events, which can seem so different, there is a common reality. The Gilets jaunes are very similar to you Brexiters. We are in the middle of a populist moment. I am aware of the negative connotation of this term, populist. Behind the word populist, there is first the word people. Voilà, Marion Maréchal, en anglais donc, populiste, conservatrice, libérale économiquement. C'est compatible avec le clivage qui s'installe visiblement, mondialiste contre patriote? On peut s'insérer dedans? De toute façon, je ne sais pas si ce clivage, on peut considérer que c'est quelque chose de définitif. Quand Marion Maréchal s'exprime et qu'elle dit qu'au fond, le populisme, c'est pas un gros mot parce que le peuple est derrière, on voit bien quelle est son intention. C'est évidemment de revenir un jour en politique et puis de fédérer toutes ses voix derrière son nom et son panache. C'est très clair. Depuis d'ailleurs son retrait momentané, ce temps suspendu, au fond, elle n'a fait que ça. Elle a fait des apparitions. Bon, là, c'est à Oxford. Elle est revenue épisodiquement. Elle vient dimanche sur votre antenne. Donc, on voit bien sa volonté, c'est celle-ci. Et pourquoi? Parce qu'on est dans un moment où la décomposition du paysage politique tel qu'on l'a connu jusqu'à la présidentielle n'est pas terminé, mais enfin, il est en accentuation aggravée avec les européennes. On l'a bien vu, puisque ni les sondages n'ont prévu cette forte participation par rapport aux élections européennes précédentes, ni l'effondrement des Républicains, alors que tout le monde avait parié sur la bonne tête et
le côté un peu premier de la classe de Bellamy. Et Marion Maréchal a tout intérêt à se positionner, à la fois sans trop, en se démarquant évidemment de son grand-père et puis de sa tante. Voilà. D'ailleurs, c'est déjà fait. Plus personne maintenant ne lui ferait le reproche. D'ailleurs, c'est une jeune femme qui n'a pas connu ni la guerre, ni ne s'est jamais laissé aller à des propos. Elle a 29 ans. Oui, voilà. Donc, pour elle, c'est pain béni. Et de ce point de vue-là, elle représente totalement, j'allais dire, le nouveau monde tel que Emmanuel Macron l'a défini. On remarque qu'au passage, on citait son âge. Alors, ça se fait peut-être pas pour une jeune femme, mais moi, tout le monde la connaît. C'est une femme publique, 29 ans. C'est bon, c'est après que ça se gâte. Après que ça se gâte. Voilà. Jérôme Bardella, 23 ans. Oui. Est-ce que ça veut dire quelque chose, ça? Oui. Non, mais c'est significatif ou... Non, c'est significatif de ce que Marine Le Pen elle-même a compris qu'il fallait qu'elle renouvelle les visages autour d'elle. Et il est clair que Jérôme Bardella a fait lui aussi une bonne campagne. Il a fait une bonne campagne dans la ligne du parti, sans s'en écarter, et jusqu'à cette séance que nous avons eue en direct vendredi dernier, où il appelait au désistement, ou plutôt au désistement, au vote utile des électeurs LR, des électeurs de Dupont-Aignan et des électeurs également de Mélenchon. Et tout de même, d'une certaine façon, ils ont été entendus. C'est vrai que quand Jordan Bardella appelait, on l'a suivi en direct sur LCI, au vote utile, donc en appelant les électeurs de Bellamy, les électeurs de Dupont-Aignan à voter pour lui le dimanche 48 heures plus tard, il était déjà dans cette logique Union des droites, non? Ou c'était vraiment, il y avait un représentant du Rassemblement national sur ce plateau qui disait on ne veut pas l'Union des droites, on veut rassembler tout le monde. Donc c'est pas... C'est sémantique, là. Mais, oui, non, mais c'est important. C'est-à-dire qu'on ne limite pas à un camp, c'est rassembler tout le monde. Et on a vu finalement ce que ça a donné effectivement aux Européennes. Il y a des républicains qui ont effectivement choisi Emmanuel Macron, nombreux, mais il y a aussi des républicains qui ont pensé que pour s'opposer à Emmanuel Macron, le vote utile, c'était Marine Le Pen. On a même vu des électeurs de la France insoumise. Et on entendait Éric Coquerel avec beaucoup d'honnêteté hier reconnaître que pour un électorat populaire, certains ont pensé qu'effectivement le vote utile n'était pas Jean-Luc Mélenchon, mais c'était bien Emmanuel Macron. Donc ça touche tout le monde quand effectivement. Donc ça va bien. L'ambition effectivement du Rassemblement national, c'est de ne pas faire rassemblement des droites et union des droites, mais bien de faire un mouvement très large, rassemblement, un mouvement populiste qui attire des électeurs et de droite et de gauche, comme dirait Emmanuel Macron. Ça consiste à se substituer au vieux RPR. Absolument. Le RPR était un rassemblement populaire, gaulliste, chiracien, c'est-à-dire qu'il avait su accumuler à la fois, rassembler plutôt, les classes moyennes et populaires avec la bourgeoisie d'un certain nombre de villes. Oui, c'est ça. Pardon. Après, excusez-moi, oui. Le problème, c'est que le Rassemblement national, aujourd'hui, veut faire effectivement ce ralliement des populistes, cette union des droites en utilisant un terme différent. Mais il y a un problème, et je le vois dans mon parti des Républicains, et c'est sans lui lancer d'anathème, c'est Marine Le Pen. Le fait est qu'aujourd'hui, si on s'intéresse à Marion Maréchal, c'est parce qu'il y a énormément d'électeurs LR, plutôt plus libéraux, d'élus LR également, qui seraient tentés de faire cette alliance si c'était Marion, mais qui ne le feront jamais si c'est Marine. Et c'est là toute la question. Et l'idée n'est pas simplement de se demander aussi si Marion Maréchal veut être candidate à la présidentielle. La véritable question qui se pose en ce moment, c'est est-ce que la droite doit aller au centre ou est-ce qu'elle doit aller plus à droite? C'est la seule et même question qui est importante. C'est ce que Marion Maréchal, je pense, va pousser. Là, je suis en accord avec vous sur l'idée que les choses ne se feront pas avec Marine Le Pen. Ça ne se fera pas avec Marine Le Pen parce qu'elle incarne complètement et sa famille et son parti et le rassemblement qu'elle a construit et qu'elle a construit en se redressant depuis 2 ans. En revanche, je ne suis pas de votre avis quand vous expliquez à la suite que la droite doit s'interroger pour savoir si elle est au centre ou si elle est du côté du Front National. Elle ne cesse de le faire. Et c'est la raison pour laquelle elle a abouti au vote utile chez Macron, c'est le centre, et au Rassemblement National, c'est fait. En revanche, là où elle doit s'interroger, c'est est-ce qu'elle a encore aujourd'hui une identité? Elle, la droite.
Est-ce qu'elle a une identité? C'est ce qu'on appelle une réflexion et une étude existentielle. Elle n'a pas tiré les leçons de ce qui s'est passé en 2017. Pourquoi ne les a-t-elle pas tirées? Parce que aux élections suivantes, elle ne s'est pas effondrée. Aux élections législatives, je dirais. De la même manière qu'elle ne s'est pas effondrée non plus au Sénat. Donc, il lui reste des forces départementales, régionales et législatives et sénatoriales qui sont fortes. Mais elle doit s'interroger sur l'essentiel, c'est-à-dire que puis-je faire, que dois-je faire, sur quel projet et programme suis-je en train de... Je pense qu'il ne faut quand même pas enterrer Marine Le Pen trop tôt, parce qu'il ne faut pas perdre de vue que c'est elle qui a porté le Rassemblement national là où il est aujourd'hui. Et qui plus est, dans les 8,5% de républicains qu'il y a aujourd'hui, et même chez les mélenchonistes d'ailleurs, il y en a, et d'ailleurs on l'a vu pendant la campagne des européennes, il y en a qui sont prêts déjà à rejoindre le Rassemblement national. Donc c'est très difficile de faire un portrait robot du futur électeur ou adhérent du Rassemblement national, parce que tout ça est très mouvant en réalité. Et donc bien malin qui peut dire si Marine Le Pen a atteint un plafond de verre ou pas aujourd'hui. C'est loin d'être certain, parce que les Français sont fatigués de la politique telle qu'elle a été menée pendant 40 ans, avec en effet deux blocs bien distincts. Et quand on parle d'alliance des droites, on a l'impression, vous savez, ça fait penser au programme commun. Là, on est dans un bureau, il y a un tas de partis microscopiques qui sont là, qui s'allient pour avoir des strapontins. Et je pense que ça a beaucoup nui à la politique telle qu'on a pu la connaître pendant 30 et 40 ans, car elle n'a pas donné beaucoup de résultats sur le plan social. Et c'est là où... Non, c'est vrai, c'est là où le Rassemblement national... Je suis tout à fait d'accord avec François. Ça fait 20 ans que la droite, l'UMP, tout ce qu'on veut, après le RPR et les Républicains se demandent: alors, on va essayer de récupérer les électeurs qui sont partis chez Marine Le Pen et on prend une ligne droitière, ou bien on se dit notre alliance traditionnelle est au centre. Et ça fait 20 ans qu'ils s'interrogent. Oui. Alors, l'original étant toujours préférable à la copie, on disait: ah bah non, c'est pas la peine d'aller sur les terres de Marine Le Pen. Et puis après, on disait: ah bah oui, mais le centre. Mais c'est ça ce problème, c'est qu'on change d'avis tout le temps. Je suis d'accord avec François qui dit, et c'est la même chose, est-ce qu'on a encore une existence, une identité, quelque chose à dire aux Français? Et c'est la même chose au Parti socialiste. Mais bien sûr. Quand vous êtes chez les socialistes, soit vous allez évidemment vous dire: bah finalement Emmanuel Macron, c'est le social-libéralisme amorcé par François Hollande, ou bien vous rejoignez les Verts parce que l'avenir de la gauche est chez les Verts. C'est exactement la même question existentielle. Absolument. Est-ce qu'on a encore quelque chose à dire aux Français? Oui, mais excusez-moi, le problème, c'est pas simplement les idées. Laurent Wauquiez, depuis 2 ans, il est assez clair. Et lorsqu'il a choisi François-Xavier Bellamy comme tête de liste, alors qu'il avait des positions plutôt conservatrices, c'était une façon de clarifier. Le problème, c'est que de l'autre côté, eh bien, il a mis des personnalités comme Arnaud Danjean, il a mis des personnalités comme Geoffroy Didier, où on voit aujourd'hui, lorsqu'il poignarde dans le dos Laurent Wauquiez et Bellamy. Oui, sur la stratégie. Le problème, c'est pas simplement... Là, j'entends à chaque fois les Républicains dire il faut repenser les idées. Mais pendant les primaires, tout le monde a pensé les idées. Les idées, on les connaît, on sait ce qu'il faut faire au pays, on connaît les 10 propositions à appliquer. Le problème, c'est l'incohérence perpétuelle. Lorsque j'entends Valérie Pécresse au meeting à Paris le 15 mai dernier faire siffler Donald Trump, faire siffler Matteo Salvini, alors que ce sont des personnalités qui appliquent la politique que François-Xavier Bellamy plaide 10 minutes après, c'est ça le problème. Et encore une fois, c'est là où la question des alliances, et plus que des alliances, c'est le pas d'ennemi à droite. Moi, j'ai été très marqué par ce qu'a fait le Parti communiste, ou même la gauche pendant ces européennes. Ils ont décrété une forme de logique de on n'attaque pas les gens de gauche. Le principal ennemi, c'est Emmanuel Macron. Déjà, la droite devrait commencer par faire ça. Il devrait commencer par se dire, eh bien, on ne va pas attaquer Marine Le Pen, on attaque d'abord Emmanuel Macron. De différencier, en fait, qui est un adversaire et qui est un ennemi. Et ça, on ne sait pas le faire depuis le début. Oui, alors... François, non. Deux exemples. Sur l'union de la droite, il y a eu donc des élections législatives à l'issue de la présidentielle de 2017 qui ont donné un certain nombre d'élus au scrutin majoritaire au Front National. Très bien. Donc, 7 députés. Il y a eu également députés élus du Pont-Aignan. Et il y avait un certain nombre de députés non inscrits. Les
les communistes se sont trouvés exactement dans la même situation, avec un petit nombre de députés et d'autres qui, venant d'outre-mer notamment, pouvaient être agrégés à eux. Le Parti communiste, réduit même à ce tout petit nombre de députés, a réussi à créer un groupe à l'Assemblée nationale. On sait très bien qu'un groupe à l'Assemblée nationale, tout de suite, ça vous donne des moyens. Eh bien, votre fameuse union des droites a été infoutue de trouver une discussion suffisante pour constituer un groupe, alors qu'il y avait Dupont-Aignan, qui, 2 mois avant, était le Premier ministre de Mme Le Pen, ne pouvait plus se mettre d'accord. C'est pas l'union des droites. Les gens du Rassemblement national et de la France qui se rassemblent, c'est pas l'union des droites. L'union des droites, ça va vers les Républicains. Il manque un morceau au poste. Les proportionnels en 2022 aideront à ça, justement. On ne le prend pas assez en compte. Tout à l'heure, on a parlé des rapports entre Marine Le Pen et Marion Maréchal. Effectivement, pour la suite, s'il y a une suite, c'est important. L'éventuelle coexistence avec sa tante, est-ce que c'est possible, envisageable, à risque? Écoutons les propos de Marine Le Pen. Elle répondait aux questions de la rédaction de Femmes Actuelles, notamment sur la place de Marion Maréchal en cas de formation d'un gouvernement après l'élection de Marine Le Pen à l'Élysée. Nous sommes en 2017, avril 2017. Quant à la place de ma nièce, la place de ma nièce, elle est députée. Je lui dois rien. Enfin, je lui dois rien à personne d'ailleurs. Je ne dois rien à personne. Je n'ai pas d'ascenseur à renvoyer à personne. Donc je me déterminerai en fonction de l'intérêt des Français. Elle ne mérite pas cet excès d'opprobre. Elle est jeune, elle est assez raide, c'est vrai. Un peu comme la jeunesse française. La jeunesse française est un peu raide, elle se raidit en tout cas. Bon, les 2 femmes dans un même grand parti, ça serait explosif ou ça pourrait passer? Mais on les a vus. On les a vus. Et effectivement, vous avez eu raison de le rappeler tout à l'heure. Marion Maréchal a été magnifiquement saluée, élue au sein du Front National de l'époque. Mais Marion Maréchal, pour des questions, je dirais, de famille, enfin de relations, d'affection, aujourd'hui, je ne la vois pas affrontant sa tante et lui dire « c'est maintenant, c'est mon tour ». Parce que vous imaginez à chaque fois qu'on va se retrouver autour d'un plateau télé avec Marine Le Pen et Marion Maréchal en face. À l'intérieur d'un parti, il faut bien un congrès, ça n'arrivera il faut bien pas, des institutions. Je vous rejoins, ça n'arrivera pas. La droite hors les murs, on l'a vécu autour de Robert Ménard, tout ça, c'est très très bien, mais ça ne donne rien comme résultat. Sauf Robert Ménard, qui, lui, a été élu maire de Béziers. Le problème, c'est l'incarnation. Il faut une personnalité qui voilà. Et ce qui est intéressant avec Marion Maréchal, justement, c'est que lorsque vous voyez la une de VSD, il y a 2 mois, elle a été placée comme la femme politique préférée des Français devant Ségolène Royal. Elle est dans le top 10. Ça veut dire qu'elle a une capacité de transcender. Mais je ne dis pas le contraire. Mais elle ne peut pas exister par elle-même et elle-même seule. En politique, vous avez besoin non seulement de l'adhésion du grand nombre et de votre opinion publique, mais vous avez besoin aussi de structure politique. Vous en savez quelque chose, vous êtes membre d'un parti. Eh bien, elle aussi, elle a besoin d'un parti. C'est vrai que comme ça qu'elle va c'est trop tôt. À droite, ils sont impatients de reconquérir des postes, le pouvoir, l'Élysée, etc. Mais il se trouve que Marion Maréchal a la jeunesse pour elle. Depuis qu'elle s'est mise en retrait, elle travaille beaucoup d'ailleurs à travers son école à former des cadres. Et on a beaucoup reproché au Front National d'antan, celui de Jean-Marie Le Pen et même de Marine Le Pen, de ne pas avoir suffisamment de cadres en cas de venue au pouvoir. Et je pense qu'elle a compris cela, donc elle s'est mise un peu en retrait pour se préparer. Compte tenu de son âge, on peut imaginer qu'elle laissera peut-être passer 2022, donner une dernière chance à sa tante, et il n'est pas dit qu'elle... Voilà, elle voit plus loin, je pense que, en effet, l'après Macron, je crois que c'est plus comme ça que ça se dessine pour elle que dans l'impatience et la précipitation. Alors, il y a sûrement un point, une thématique qui peut rassembler le Rassemblement national Dupont-Aignan, même si on a compris qu'il était un peu plus faible maintenant, les Républicains, c'est l'immigration. On va écouter ce que disait Marion Maréchal, législative 2017. Elle n'était plus candidate, mais elle soutenait Gilbert Collard. Monsieur Macron, sous ses airs de jeune premier, continue de dire, d'affirmer, de défendre que l'immigration est une chance pour la France.
Il est l'un des derniers vraisemblablement à le penser. Il continue de défendre que le multiculturalisme est une richesse. Monsieur Macron, président du Vieux Monde, est encore celui qui défend, parmi les derniers, enfin avec lui et sa caste, que l'Union européenne, telle qu'elle existe, est une garantie de paix, de prospérité et de sécurité. L'Union européenne passoire, celle qui encourage le déversement de dizaines de milliers de migrants sur ses côtes, va même les chercher en Méditerranée pour les ramener sur ses côtes, maintient coûte que coûte l'espace Schengen, laissant ainsi les terroristes circuler librement avec les conséquences que l'on connaît. Ça pourrait être le point de ralliement, ce thème de l'immigration pour ces différents partis. Il l'est, mais dans des formations différentes. Mais bien sûr, il l'est, mais dans des formations différentes. Et je dois dire d'ailleurs que les porte-parole du camp de En Marche disent volontiers que l'immigration n'est pas un problème ou qu'au contraire c'est une chance pour la France. On a entendu ça à travers notamment telle présidente de commission de l'Assemblée nationale. Bien entendu, la question est de savoir si ça suffit. Si ça suffit. Voilà. Si ça suffisait, probablement la situation ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Oui, mais c'est justement... Parce que la question, c'est aussi de voir que les Républicains sont à 8,5% aussi. Donc ça bouleverse quelque chose. S'ils avaient été à 15%, effectivement, je pense que cette alliance des droites était beaucoup plus compliquée. Mais aujourd'hui, la question, c'est en 2022, quelle va être la priorité ? Moi, j'aime bien cette phrase de Solzhenitsyn qui explique qu'on peut se relever de la perte d'identité d'un peuple, on peut se relever d'une crise économique, mais jamais de la perte d'identité d'un peuple. C'est ça qu'il faut expliquer au peuple de droite. On peut avoir des divergences au niveau économique, à la marge, entre le Rassemblement national et les Républicains, mais aujourd'hui, il y a une urgence identitaire. C'était Gérard Collomb lui-même qui avait dit, lorsqu'il a démissionné, nous n'avons que 5 ans devant nous. C'est pour ça que quand les gens pensent à 2027, etc., je pense que ça sera trop tard. Et il faut tout de suite se mettre autour de la table et il faut expliquer ça aux Français pour pouvoir créer un bloc qui sera capable et en mesure de battre Emmanuel Macron, pas seulement de faire 42 ou 43% pour se faire plaisir et sauver la boutique, mais pour réellement accéder au pouvoir, gouverner et appliquer enfin les propositions que la droite a toujours défendues. 42-43% à un premier tour de présidentiel, c'est déjà pas mal. Oui, mais il faut gagner. Bon, il en manque encore 8 ou 9 pour arriver à l'Élysée. Un deuxième tour, oui. Évidemment. D'accord. Marion Maréchal, qu'est-ce que vous attendez, Arlette, de cette interview ? Attendre, non, je trouve qu'il sera intéressant qu'elle tire effectivement les leçons du scrutin. Et encore une fois, comment le Rassemblement national... D'abord, est-ce qu'elle a envie de revenir en politique ? Parce qu'elle avait dit encore il y a quelques mois qu'effectivement, elle pouvait commenter les idées, débattre, parler des réflexions générales sur la politique, mais surtout pas de la politique quotidienne. Là, elle revient 8 jours après des élections européennes. Donc elle a changé d'avis. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va revenir vraiment, ou bien est-ce qu'elle va mettre des idées sur la table pour rassembler progressistes et conservateurs, face aux progressistes, tous les conservateurs, populistes ou simplement conservateurs comme elle se définit. Donc est-ce qu'elle revient ? Est-ce qu'elle veut rassembler qui ? Et est-ce qu'elle revient au Rassemblement national aux côtés de sa tante ? Ou bien est-ce qu'elle prend la place de sa tante ? Sûrement pas, je suis d'accord avec François, elle ne va pas la pousser dehors. Mais quel rôle elle entend jouer pour faciliter peut-être le rassemblement des conservateurs ? Bon, rendez-vous et peut-être réponse à 18h dimanche avec le bien, c'est qu'elle a quelque chose à dire et pas LCI. juste pour nous développer le programme d'enseignement et son école de formation des cadres. Ce sera à la hauteur de ces elle va réponses. probablement se contenter d'envoyer une carte postale, comme disait François tout à l'heure. On va voilà. Paris, C'est une lettre, c'est plus qu'une carte. On verra. postale. On verra. Merci beaucoup.